Espèce de salaud! Bonjour. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Un jour, mon mari a ramené à la maison un nourrisson de 3 mois. Il prétendait que c'était le fils d'une lointaine parente, une femme décédée tragiquement, laissant cet enfant orphelin. Il disait avoir décidé de l'adopter légalement, mais en regardant le visage de ce bébé, j'ai vu de mes propres yeux l'ombre indéniable de mon mari. Les traits de Vincent de Montfort étaient gravés sur ce petit visage. Ma belle-mère, tenant le bébé dans ses bras, ne pouvait cacher sa joie absolue. Juste devant moi, elle a laissé échapper « C'est le vrai sang des Montfort ». Plus tard, triqueuse dans la poche intérieure de la veste de costume sur mesure de mon mari, j'ai découvert un dossier de suivi de grossesse, le nom de la mère, Solène, la même femme qui, à notre mariage, s'était présentée comme sa cousine. Le jour où Vincent a ramené ce nourrisson à la maison, c'était un mercredi à 15h. Je m'en souviens parfaitement, car le matin même, j'étais à la clinique pour faire des examens en vue d'une grossesse planifiée. Nous étions mariés depuis 5 ans et ma belle-mère, Béatrice de Montfort, ne manquait jamais une occasion d'aborder le sujet des enfants. Cela avait commencé par de subtiles allusions, puis par des suggestions ouvertes, et enfin, par des humiliations gratuites. J'avais 32 ans, mes trompes étaient parfaites. Mon ovulation était régulière. Le médecin m'avait assuré que physiquement, tout allait bien, et m'avait simplement conseillé de me détendre. En rentrant vers notre propriété de Neuilly-sur-Seine, avec mes résultats, je pensais à la façon dont j'allais annoncer la bonne nouvelle à mon mari le soir même. Au lieu de cela, j'ai eu droit à un comité d'accueil dans notre salon. Béatrice était assise sur le canapé en velours, le bébé dans les bras. Affichant un sourire radieux, notre gouvernante, Gisèle, se tenait à côté d'elle, tenant un biberon de lait tiède, roucoulant d'une voix mielleuse. Cet enfant a une chance incroyable de tomber dans une maison aussi prestigieuse que celle des Montfort. Vincent se tenait près des grandes baies vitrées, plongé dans une conversation téléphonique. Sa voix était basse et ferme. Oui, les papiers sont presque finalisés. La garde ne posera aucun problème. Je suis restée dans le hall. J'ai troqué mes talons pour mes chaussons et j'ai glissé mes résultats médicaux au fond de mon sac à main de créateur. Je me suis avancée et j'ai demandé « À qui est cet enfant ?» Ma belle-mère a levé les yeux vers moi. Son sourire s'est légèrement crispé. Elle a craché d'un ton méprisant. « Vincent ne te l'a pas dit. C'est le bébé d'une de ses lointaines cousines. Elle s'est tuée dans un accident de voiture et l'enfant s'est retrouvé tout seul. Vincent, avec son grand cœur, a décidé de l'adopter, le nourrisson. Vêtu d'un pyjama en velours blanc, avait la peau très claire et de longs cils. Il dormait les yeux fermés. J'ai fixé son minuscule visage pendant quelques secondes et mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. La forme de ses sourcils, la courbe de sa mâchoire, la ressemblance était frappante. Vincent a raccroché et s'est approché de moi. Du haut de son 1,90 m, il bloquait la lumière du lustre en cristal de baccarat, projetant une ombre massive sur mon visage. Il a posé une main sur mon épaule, avec un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. « Valentine, je voulais t'en parler ce soir. Ma cousine est morte subitement. Je ne pouvais pas laisser ce petit bout de chou aux services sociaux. Pour l'instant, je l'ai ramené ici. À partir d'aujourd'hui, c'est notre fils. » « Quelle cousine ?» ai-je demandé. « Je ne savais pas que tu avais une parente éloignée qui attendait un enfant. Tu ne la connaissais pas. » a-t-il répondu de manière évasive. Ma belle-mère s'est immiscée dans la conversation. « Valentine, pourquoi poses-tu tant de questions ?» Vincent fait un geste magnifique et charitable. « Et toi, tu l'interroges comme un suspect. Les gens vont finir par dire que la belle-fille des Montfort est d'une mesquinerie sans nom. » Je n'ai pas dit un mot de plus. Ce soir-là,
Pendant que Vincent travaillait dans son bureau, je rangeais notre grand dressing. Sa veste de costume était suspendue sur un valet. J'allais la mettre dans la housse pour le pressing, quand mes doigts ont effleuré quelque chose de rigide dans la poche intérieure, un papier plié. Je l'ai sorti et je l'ai ouvert. C'était une feuille avec un en-tête élégant, imprimé en lettres dorées. Clinique privée de l'Ouest parisien. Paziente. Solène. Âge. 28 ans. Terme. 36 semaines d'aménorrhée. Procédure. Échographie. Surveillance fœtale. Bilan sanguine complète. Sur l'échographie agrafée, le profil du fœtus était clairement visible. J'ai fixé ce nom pendant un long moment. Solène. Je l'avais vue il y a 5 ans. À notre mariage, elle portait une robe de demoiselle d'honneur couleur champagne. Elle se tenait devant la suite nuptiale, me regardant avec des yeux légèrement rougis. Quand j'avais demandé qui elle était, elle m'avait répondu qu'elle était la cousine de Vincent, qu'ils avaient grandi ensemble et qu'ils étaient extrêmement proches. Je l'avais cru. 3 mois après notre mariage, j'avais aperçu un message sur le téléphone de Vincent, provenant d'un contact, enregistré sous le nom de cousine. Le message disait « Vincent. » Je suis enceinte. Quand je l'avais interrogé, il avait éclaté de rire. Il prétendait que sa cousine s'était trompée de destinataire et que le message s'adressait à son propre mari. Il l'avait appelé juste devant moi. À l'autre bout du fil, Solène s'était excusée à profusion pour cette maladresse. Une fois de plus, je l'avais cru. Et maintenant, ce dossier prénatal était entre mes mains, nom de la mère, Solène, date de l'examen, septembre de l'année dernière. J'ai ouvert le calendrier de mon téléphone et j'ai compté 36 semaines en arrière depuis septembre. Le calcul pointait directement vers le mois de janvier. En janvier dernier, Vincent m'avait dit qu'il devait se rendre à Tokyo pour des négociations à haut risque concernant une fusion pour la holding des Montfort. Il était parti pendant 20 jours entiers. J'ai plié le document. Je l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé, dans la poche de la veste. Je suis sortie de la suite parentale et je suis descendue. Dans le salon, ma belle-mère jouait toujours avec le bébé. Le nourrisson s'était réveillé, ses grands yeux sombres, fixant le vide. Regardez ses grands yeux, s'est exclamée Gisèle. À qui ressemble-t-il? À Vincent, quand il était petit? A lâché machinalement ma belle-mère. Réalisant instantanément sa maladresse, elle m'a lancé un regard avant d'ajouter « Eh bien, c'est la même lignée. Les ressemblances génétiques sont tout à fait normales. » Je me tenais sur la dernière marche de l'escalier, observant le visage du nourrisson. Dans mon cœur, la certitude était déjà absolue, mais je n'ai pas explosé. Je me suis avancée. Je me suis assise sur le canapé et j'ai demandé calmement « Béatrice, quel est le nom du bébé Arthur ?» A-t-elle répondu. C'est Vincent qui a choisi Arthur du Montfort, l'héritier de la dynastie des Montfort. J'ai hoché lentement la tête. Je vais chercher un verre d'eau dans la cuisine. Une fois dans la cuisine, j'ai pressé mes mains contre l'îlot central en marbre et j'ai fixé mon reflet dans l'évier en inox. Valentine de Courcelles, 32 ans, titulaire d'un master de droit à l'université d'Assas. J'avais passé le barreau de Paris avec mention. J'avais travaillé pendant 2 ans comme collaboratrice pour un magistrat au tribunal judiciaire de Paris. C'est là que j'avais rencontré Vincent. 5 ans de mariage. J'avais abandonné ma carrière parce que ma belle-mère insistait sur le fait qu'une femme de la famille Montfort devait superviser le domaine familial et ne pas disperser son énergie dans un cabinet d'avocats. J'ai renoncé à mes ambitions professionnelles parce que mon mari m'avait dit « J'ai juste besoin que tu fasses de cette maison un foyer. » Pendant 5 ans, j'avais enduré les remarques glaciales de Béatrice et sa phrase fétiche lors de chaque dîner mondain. Ma belle-fille est charmante. C'est juste dommage qu'elle ne soit pas très douée quand il s'agit de nous donner des enfants.
J'ai levé les yeux vers mon reflet dans la vitre. Mes yeux étaient injectés de sang. Mais je ne pleurais pas. J'ai pris une grande inspiration. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé une seule phrase dans une application de notes sécurisée. Vincent de Montfort a ramené à la maison son enfant illégitime, nommé Arthur, né de Solène. Puis j'ai effacé la ligne. Non, pas parce que je voulais oublier, mais parce que je ne pouvais laisser aucune trace numérique. J'ai verrouillé l'appareil, j'ai bu mon eau tiède et je suis sortie de la cuisine. Dans le salon, Vincent était redescendu de son bureau. Il était penché au-dessus du couffin. Son visage affichait une expression que je ne lui avais jamais vue. De la tendresse, de l'adoration. Un épanouissement total. Il ne m'avait jamais regardé comme ça. Vincent. J'ai posé mon verre sur la table basse. Ma voix était parfaitement stable. Les formalités d'adoption sont-elles finalisées? Oui. Tout est sous contrôle? A-t-il répondu sans lever les yeux, effleurant doucement la joue du bébé du bout du doigt. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Le déclarer à l'état civil? L'ajouter à notre mutuelle? Il a fini par me regarder. Une lueur de suspicion a traversé ses yeux avant de s'estomper. Ce ne sera pas la peine. J'ai confié tout cela à un cabinet d'avocats. Ta santé est fragile en ce moment. Repose-toi. J'ai esquissé un faible sourire. Très bien. Ma belle-mère a ricané sur le côté. Valentine. Elle ne te torture pas avec les détails. Arthur est là maintenant. Il sera ton fils. Traite-le bien. C'est tout ce qu'on te demande. Maman a raison. A appuyé Vincent? Gisèle m'a lancé un regard étrange. Un mélange de surprise et d'une pointe de pitié. Cette nuit-là, Vincent n'est pas venu dormir dans notre chambre parentale. Il a pris pour excuse que le bébé pleurait pendant la nuit et qu'il ne faisait pas totalement confiance à la gouvernante pour gérer cela seul. Je suis restée éveillée dans le grand lit, écoutant les sons étouffés provenant de la chambre d'enfant adjacente, les pleurs du nourrisson, la voix apaisante de Vincent et les pas de ma belle-mère qui, même au milieu de la nuit, descendait pour couver son petit-fils. À 2 heures du matin, je me suis levée pour aller aux toilettes. En passant devant la chambre du bébé, j'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. À travers la fente, j'ai vu Vincent bercer le bébé dans ses bras, fredonnant une berceuse. Béatrice était assise, dans un fauteuil à côté. Elle avait l'air fatiguée, demandant à voix basse « Vincent, as-tu réglé les choses avec Solène? Assure-toi que personne ne découvre rien. Détends-toi. Maman? Solène est déjà installée à l'île Maurice. Le bébé a 3 mois. Une fois sa convalescence postpartum complètement terminée, je vais finaliser son visa de résidente permanente et mettre en place son fonds de placement là, bas. C'est bien, a soufflé ma belle-mère. Et que vas-tu faire pour Valentine? Elle ne se doutera de rien, a répondu Vincent d'un ton détaché. Elle vit sous mon toit depuis 5 ans. Elle dépend entièrement de moi. Je me tenais derrière la porte. Mes ongles s'enfonçaient si fort dans mes paumes que la douleur physique m'aidait à garder l'esprit vif comme une lame. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et j'ai rallumé mon téléphone. J'ai cherché le nom de Solène sur les réseaux sociaux. J'ai fini par trouver son compte privé. Sa dernière publication datait d'il y a 3 mois, géolocalisée à l'île Maurice. La photo montrait de minuscules pieds de nouveau-né. La légende disait « Bienvenue au monde, mon petit prince ». J'ai fait défiler jusqu'à une publication datant d'il y a 5 ans, le jour de notre mariage. La photo d'elle portant cette robe champagne devant ma suite nuptiale était là. En dessous, quelqu'un avait commenté « Solène, que l'homme que tu aimes vient d'en épouser une autre. N'es-tu pas dévastée ?» Ce à quoi elle avait simplement répondu par un emoji souriant. J'ai éteint l'écran et j'ai fermé les yeux. Dans l'obscurité, j'écoutais le battement régulier et puissant de mon propre cœur.
À partir d'aujourd'hui, je ne verserai plus une seule larme pour cet homme. À 4 heures du matin, j'ai ouvert une application de notes hautement cryptée sur mon téléphone. Cette fois, je n'ai rien effacé. J'ai écrit jusqu'à l'aube. Ouna, Vincent de Montfort et Solène ont une liaison de longue date. Solène est tombée enceinte en janvier de l'année dernière et a accouché en juin. Cet enfant est le fils biologique de Vincent. Sous couvert d'une adoption, Vincent a fait entrer son enfant illégitime dans notre foyer conjugal pour en faire son héritier légal. 3. Ma belle-mère, Béatrice, était parfaitement au courant et participe activement à la dissimulation. Gisèle, la gouvernante, est probablement complice. 4. Objectif impératif, obtenir des preuves irréfutables. Test ADN clandestine. Historique des virements bancaires. Relevé téléphonique. Document d'expatriation de Solène. 5. Contacter un avocat redoutable pour évaluer les options pour un divorce, pour faute. Une prestation compensatoire massive et des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. 6. Règle absolue, ne montrer aucune émotion, maintenir le statu quo pour gagner du temps. Une fois la note terminée, je l'ai verrouillée avec un code complexe que j'étais la seule à connaître. À 6 heures du matin, avant le lever du jour, j'ai pris une douche et je suis descendue préparer le petit déjeuner. Gisèle était déjà dans la cuisine. Quand elle m'a vue, elle a sursauté. Madame Valentine. Pourquoi êtes-vous debout si tôt? Je peux m'occuper de tout. Vous avez passé la moitié de la nuit debout avec le bébé? S'il vous plaît, que reposez-vous? J'ai noué mon tablier. J'ai ouvert le réfrigérateur américain et j'ai sorti des œufs et du beurre. Vincent aime ses œufs au plat avec le jaune parfaitement coulant. Je vais les préparer. Gisèle est restée figée à côté de moi. Elle m'observait comme si elle voulait formuler des excuses. Finalement, elle a tourné les talons et est sortie. Je me suis tenue devant le piano de cuisson. Écoutant le beurre grésiller dans la poêle, j'ai cassé l'œuf. Le blanc a pris instantanément tandis que le jaune est resté intact et brillant. En le regardant, je me suis souvenu qu'il y a 5 ans, juste après notre mariage, je ne savais même pas faire cuire un œuf. Vincent m'avait dit qu'il adorait les œufs au plat sans aucun défaut. Je m'étais entraînée pendant 1 mois entier. Mes mains étaient parfois couvertes de brûlures à cause des éclaboussures de graisse. Jusqu'à ce que je maîtrise la technique, à l'époque, je pensais bêtement qu'en travaillant plus dur, je serais une épouse parfaite et que j'apporterais le bonheur à cette famille. Quelle ironie absolue aujourd'hui. Le petit déjeuner était servi lorsque Vincent est sorti de la chambre du bébé. Il avait des cernes sous les yeux, mais semblait d'excellente humeur. Il s'est assis à l'îlot central, a admiré son assiette et a esquissé un léger sourire. « Pourquoi es-tu debout si tôt ? Je n'arrivais pas à dormir. » Je lui ai versé une tasse de café noir et je me suis assise en face de lui. « Vincent, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute, » a-t-il dit en se penchant sur son assiette. J'ai reçu mes résultats médicaux de la clinique hier. Le gynécologue a confirmé que tout est parfaitement normal chez moi. Je peux concevoir un enfant sans aucune difficulté. La fourchette de Vincent s'est arrêtée en l'air. Il a lentement levé la tête et plantant ses yeux dans les miens, j'ai soutenu son regard, articulant d'une voix douce mais distincte. Je veux un enfant. Notre propre enfant. Un lourd silence est tombé sur la cuisine. Vincent a posé ses couverts, s'est adossé à sa chaise et m'a dévisagé avec une expression indéchiffrable. Je m'attendais à ce qu'il feigne la joie, ou du moins qu'il dise quelque chose de réconfortant. Au lieu de cela, il a simplement déclaré « Valentine, nous avons Arthur, maintenant. Le sujet d'un autre enfant n'est pas urgent. Concentre-toi d'abord sur ta santé. »
Mais mes examens montrent que... Il s'est levé brusquement, jetant sa serviette en lin sur le comptoir. J'ai une réunion du conseil d'administration cruciale ce matin. Je ne serai pas là pour le dîner. Il est sorti de la pièce. Je suis restée seule, à l'îlot central. L'œuf au plat dans mon assiette avait refroidi. Le jaune s'était figé en une pellicule terne. J'ai pris ma fourchette et je l'ai mangé bouchée par bouchée. Même s'il n'avait plus aucun goût, ce soir-là, Vincent n'est effectivement pas rentré. Béatrice s'était enfermée à l'étage avec le bébé. Gisèle faisait la vaisselle dans la cuisine. J'étais assise seule sur le canapé du salon. La télévision était allumée sur une chaîne d'information en continu que je n'écoutais pas. Mon téléphone a vibré. Un message provenant d'un numéro inconnu. Madame du Montfort. C'est Solène. Vincent a dû tout vous expliquer. J'espère que la présence du bébé ne vous dérange pas trop. Vincent et moi, nous aimons vraiment. Seule l'opposition de sa famille l'a forcé à vous épouser. Maintenant que nous avons un fils, vous devriez vous effacer et nous laisser construire notre vie. Ne vous inquiétez pas. Vous ne partirez pas les mains vides. Vincent vous dédommagera généreusement. J'ai lu le message 3 fois. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai immédiatement déplacé dans mon coffre-fort crypté. Puis j'ai répondu « Je comprends parfaitement. » La réponse a été instantanée. « Êtes-vous vraiment prête à nous faciliter les choses? C'est admirable. » Madame du Montfort, vous êtes une femme bien? Une femme bien? J'ai éteint l'écran. Je me suis levée et j'ai marché vers la chambre d'enfant. La porte était grande ouverte. Ma belle-mère faisait les 100 pas dans la pièce, berçant doucement l'enfant. « Mon petit Arthur, mon doux Arthur, sois un gentil garçon, mon trésor, le cœur de grand-mère, quand tu seras grande. Tout l'empire des Montfort t'appartiendra. » Gisèle hochait la tête en la regardant. « Vous êtes vraiment bénie. Madame Béatrice, le sang des Montfort a enfin son héritier mâle. » Ma belle-mère m'a repéré dans l'encadrement de la porte. Son sourire s'est figé. Elle a rapidement tendu le bébé à Gisèle. Elle est sortie de la pièce et, dans un geste inhabituel, Kuhn a pris la main avec un ton qu'elle voulait bienveillant. « Valentine, je sais que cette situation est inhabituelle, mais tu dois être compréhensive. Vincent est fils unique. Une fortune aussi colossale ne peut rester sans héritier direct. Si tu avais été capable de mener une grossesse à terme, les choses auraient été différentes. Mais puisque la nature en a décidé autrement, Arthur sera ton fils. Et il te respectera comme tel. » Je l'ai regardé dans les yeux. Imprégnée d'une assurance condescendante, soulagée. Elle m'a tapoté la main amicalement. Cette nuit-là, de retour dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis tenue devant le grand miroir. J'ai regardé mes 32 ans, une peau sans défaut, une silhouette entretenue, et dans mes yeux, une lumière froide mais inébranlable. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Après 3 sonneries, une voix d'homme a répondu « Maître Maxime Thiers. » J'écoute. « Maxime. C'est Valentine. Je peux te parler ?» Un silence s'est étiré sur la ligne. « Valentine. Ça fait des années. Que se passe-t-il? J'ai besoin de tes services. » « Tu es sûre? » « Absolument. » « Compris. Demain à 14h à mon cabinet. » J'ai raccroché. J'ai effacé l'historique de l'appel et j'ai posé le téléphone sur la table de nuit. J'ai éteint la lumière. Demain serait un jour nouveau. Le cabinet d'avocat de Maxime occupait le dernier étage d'un immeuble en verre dans le 8e arrondissement de Paris. À travers les immenses baies vitrées, on pouvait voir les toits de la capitale. Je suis arrivée 10 minutes en avance. Je portais un trench noir classique, dissimulé derrière des lunettes de soleil de créateur et un foulard en soie. Maxime avait été mon partenaire d'études à Assas. Avant de se réorienter vers le droit de la famille pour les grandes fortunes, il avait fondé un cabinet réputé pour sa férocité dans les divorces complexes.
Dans les cercles de l'élite parisienne, on le surnommait le requin des affaires matrimoniales. Les épouses qu'il représentait repartaient toujours avec des prestations compensatoires dévastatrices pour l'adversaire. Il m'a servi un verre d'eau pétillante et s'est assis en face de moi. « Raconte-moi tout ». J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application cryptée et je la lui ai tendue. Il a lu mes notes pendant 10 minutes. Ses sourcils se fronçaient à chaque ligne. Il a finalement levé les yeux. « Donc, ton mari ramène l'enfant de sa maîtresse dans le domicile conjugal et il essaie de t'obliger à l'élever. C'est complètement délirant. Quelle preuve tangible as-tu ici ?» J'ai fait défiler l'écran pour lui montrer la photo du dossier médical de Solène, le SMS provocateur qu'elle m'avait envoyé et ma chronologie précise des événements. Maxime s'est adossé dans son fauteuil en cuir, plongé dans ses pensées. C'est insuffisant pour l'instant. Le dossier médical prouve qu'elle a accouché. Pas que Vincent est le père. Le SMS montre son hostilité et ses intentions, mais ne prouve pas techniquement la liaison continue ou la paternité. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je suis là. Je ne te demande pas de déposer la requête en divorce aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'aides à construire une stratégie pour obtenir des preuves en béton. Maxime m'a fixé, un sourire d'appréciation se formant sur ses lèvres. Valentine, tu n'as pas perdu une once de ton brillant esprit juridique. Je n'ai jamais été stupide. Maxime, j'étais juste aveuglée par l'amour. Sans dire un mot de plus, il a sorti un bloc-notes vierge de son tiroir et a commencé à écrire. Il nous faut plusieurs éléments clés. Premièrement, un test ADN clandestin confirmant que Vincent est le père biologique d'Arthur. Deuxièmement, toi, une trace informatique des flux financiers montrant que Vincent détourne les biens de la communauté vers Solène. Troisièmement, des relevés de communication prouvant la nature continue de la liaison. Quatrièmement, une évaluation exhaustive de la véritable valeur nette de Vincent. Et cinquièmement, je l'ai interrompu. Il est presque certainement en train de cacher ou d'organiser l'évasion offshore de ses actifs financiers. Au moment où nous parlons, Maxime a levé les yeux. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Il s'est précipité pour amener cet enfant chez nous afin de l'établir comme son héritier. Il a installé Solène à l'île Maurice, un paradis fiscal notoire. Ce n'est pas le comportement d'un mari qui gère une simple maîtresse. Il prépare une stratégie de sortie à moyen terme, probablement un divorce initié par lui ou une délocalisation définitive. En me laissant sans rien, Maxime a posé son stylo, son regard devenant mortellement sérieux. « Valentine, si ton intuition est bonne, cela signifie que s'il parvient à transférer la majorité de sa fortune personnelle et de ses parts dans la holding des Montfort vers des sociétés écrans, tu vas te retrouver à te battre pour des miettes lors de la liquidation de la communauté de biens. » J'ai hoché la tête. C'est pour ça que je dois garder une longueur d'avance. Maxime a gribouillé un nom et une adresse sur une carte et me l'a tendu. C'était le contact d'une société de renseignement privé dirigée par Édouard Martel, un ancien officier de la brigade financière spécialisée dans la comptabilité légale et l'espionnage domestique complexe. « Va le voir. Dis-lui que tu viens de ma part. Il s'occupera du prélèvement ADN clandestin et mettra en place une surveillance discrète. Ne t'inquiète pas pour les honoraires pour l'instant. On réglera la note quand on l'aura saignée à blanc. » J'ai pris la carte et je me suis levée. « Merci. » « Maxime, ne me remercie pas. » Il s'est levé à son tour. « Valentine, quand tu as quitté ton poste au tribunal judiciaire, j'ai essayé de t'en empêcher. Je t'ai dit qu'une femme brillante ne devait pas sacrifier sa carrière pour un homme. Tu m'as répondu que tu l'aimais et qu'il ne te laisserait jamais tomber. Regarde où nous en sommes. » Je n'ai pas répondu. La pire erreur qu'une femme brillante puisse faire, c'est de s'effacer pour l'ambition d'un homme. A-t-il conclu? Mais le plus important, c'est que tu te sois enfin réveillé. Was-tu?
Tiens-moi au courant. En quittant le cabinet de Maxime, je suis allée directement à l'agence d'Édouard Martel. Dans un loft discret du Marais, l'homme, approchant la soixantaine, était direct et opérait avec une efficacité militaire. Après avoir écouté mon briefing, il a posé une question pratique. Pouvez-vous vous procurer un échantillon de salive ou de cheveux de votre mari? Oui. Et du bébé aussi? Oui. Dans ce cas, cela prendra quelques jours. Il a sorti 2 kits de prélèvements scellés d'un tiroir et a expliqué le protocole. Faites les prélèvements. Mettez les échantillons dans ces sacs stériles et appelez-moi. Un coursier passera les chercher. Nous aurons les résultats d'un laboratoire certifié d'ici 1 semaine. J'ai besoin d'autre chose. Ai-je continué? J'ai besoin de savoir exactement ce qui se dit et ce qui se prépare à l'intérieur de ma maison. Édouard a réfléchi un instant. Placer des micros et des caméras cachés dans une résidence privée est juridiquement risqué, mais techniquement faisable. Puisque vous y résidez légalement, nous pouvons installer des microcaméras. Pouvez-vous garantir une fenêtre de temps où la maison sera complètement vide? Oui. Je ferai en sorte que la gouvernante et ma belle-mère soient de sortie. Excellent. Choisissez le jour. J'enverrai un technicien se faisant passer pour un réparateur de climatisation pour installer le matériel de façon invisible. Nous étions d'accord? Le jeudi après-midi suivant, Vincent serait à son bureau de la Défense, Béatrice serait à son tournoi de bridge au country club, et j'enverrai Gisèle à l'autre bout de Paris pour récupérer une commande chez un traiteur de luxe. De retour à la maison, la routine a repris. Vincent partait à l'aube et rentrait tard. Quand il était là, il s'enfermait dans la chambre d'Arthur. Béatrice ne quittait pas le nourrisson des yeux. Gisèle s'affairait, évitant mon regard, et me lançant parfois des coups d'œil coupables. Je me sentais comme un fantôme dans mon propre hôtel particulier. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a remarqué que je n'avais pas souri depuis des jours. Mais je m'en fichais. Je n'avais plus besoin de leur validation. Le jeudi après-midi, le technicien d'Édouard est arrivé exactement à l'heure, portant l'uniforme d'une entreprise d'entretien prestigieuse. Pendant que je faisais semblant de lire un roman dans le salon, je l'ai regardé installer rapidement des microcaméras de la taille d'une tête d'épingle, dans le lustre en cristal, sur une étagère du bureau de Vincent, dans une prise près de notre lit, et dans le détecteur de fumée de la chambre d'enfant. 6 caméras au total, couvrant tous les espaces de vie clés. Avant de partir, il m'a montré l'application dédiée sur mon téléphone. La capture vidéo et audio haute définition était impeccable. Ce soir-là, Vincent est rentré tôt. Il est allé directement dans la chambre d'Arthur. J'ai activé le flux vidéo sur mon écran. Je l'ai regardé prendre le bébé, te faire les 100 pas dans la pièce et lui murmurer à l'oreille. J'ai monté le volume. Mon fils, papa te construit un empire en or. Tout ce que possèdent les Montfort sera à toi. Mon doigt planait au-dessus de l'écran tactile. Tremblant légèrement, ce n'était pas de la tristesse. C'était une rage froide et méthodique. J'avais géré ce domaine pendant 5 ans. J'avais enduré les violences psychologiques de sa mère. J'avais sacrifié mon diplôme d'avocate et mon avenir pour lui. Et à la fin de tout cela, il chuchotait au bébé de sa maîtresse que toute la fortune familiale lui reviendrait, me reléguant au rôle de figurante non rémunérée, une couverture respectable pour sa double vie avec Solène. J'ai fermé l'application et j'ai respiré lentement. Reste calme. Valentine. Si tu pots stone, sang Freud, tu perds la partie. Le lendemain matin, j'ai remplacé la brosse à dents électrique de Vincent. Dans la poubelle de la chambre d'enfant, j'ai récupéré une couche souillée contenant les cellules épithéliales du nourrisson. J'ai scellé le tout dans les sacs stériles et j'ai prévenu l'agence d'Édouard. Quelques jours plus tard, le détective privé m'a remis une clé USB sécurisée. Elle contenait un audit médico-légal des flux financiers de Vincent sur les 3 dernières années,
Nous avons localisé des virements bancaires mensuels systématiques vers un compte offshore aux Bahamas. Ça expliquait Édouard. Les montants fluctuent entre 20 000 et 40 000 euros par mois. Le total cumulé dépasse déjà le 1,5 million d'euros. Le bénéficiaire effectif de la société Écran détenant ce compte est Solène. J'ai serré fermement la clé USB. Plus d'1,5 million d'euros en 3 ans. Pendant ce temps, je devais pratiquement me justifier pour acheter une robe de créateur pour ces galas d'entreprise. Il y a quelque chose de plus inquiétant, a poursuivi le détective. Nos sources indiquent que Vincent est en contact étroit avec une société de gestion de patrimoine suisse. Il est actuellement en train d'organiser un transfert massif de ses parts de la holding des Montfort vers une structure mandataire étrangère. S'il finalise cette opération, ses actifs imposables personnels en France seront officiellement réduits à presque zéro. Continuez à creuser. Et j'ordonnais, peu importe ce que ça coûte. Une fois enfermée seule dans ma chambre, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. Les virements bancaires étaient exécutés le 15 de chaque mois sans faute, en remontant jusqu'en février d'il y a 3 ans, que mes yeux se sont arrêtés sur la date du 14 février. J'ai ouvert l'application photo de mon téléphone pour vérifier ce que nous faisions ce jour-là. C'était la Saint-Valentin. Vincent m'avait acheté un immense bouquet de roses rouges. Il m'avait emmené dans un restaurant étoilé avec vue sur Paris et m'avait murmuré à l'oreille « Valentine, tu es la femme de ma vie ». Ce soir-là, il avait bu un peu trop de champagne et s'était endormi tôt. J'avais vu une brève notification sur son écran. Pouffon transféré avec succès. À l'époque, j'avais naïvement pensé qu'il s'agissait d'une transaction commerciale courante. Aujourd'hui, je savais que l'argent allait à Solène et que ses déclarations d'amour n'étaient qu'une représentation théâtrale malsaine. Une semaine plus tard, que le rapport du laboratoire ADN est revenu. La probabilité de la paternité de Vincent de Montfort concernant Arthur était de 99,9%. J'ai ensuite visionné les images de la caméra cachée de la nuit précédente, une conversation entre mon mari et ma belle-mère dans le salon. « Vincent, que vas-tu faire avec Valentine ? Elle est si silencieuse ces derniers temps. Ça m'inquiète. Ce n'est pas son genre. Ne stresse pas. Maman, elle est soumise de nature. Elle n'a pas la colonne vertébrale pour se rebeller. Et même si elle finissait par découvrir pour Solène et le petit, que pourrait-elle bien faire ? Elle n'a pas de travail. C'est pas de revenus indépendants. Si elle divorce, elle ne pourra même pas se payer un loyer dans Paris. Elle n'osera jamais faire de scandale. Tu en es sûre, absolument ? Toute sa vie dépend de ma signature. J'ai éteint la vidéo. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé la vaste pelouse de la propriété. Les rosiers si précieux de Béatrice étaient en pleine floraison. J'ai envoyé un SMS à Maxime. Preuve sécurisée. Quand frappons-nous ? La réponse est arrivée immédiatement. Attends encore un peu. La mécanique exacte de son transfert d'actifs offshore n'est pas encore totalement exécutée. Laisse-le tout mettre en place pour que nous puissions le faire tomber pénalement pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et évasion fiscale. Comment te sens-tu ? A demandé Maxime dans un second message. Je ne me suis jamais sentie aussi puissante. C'était la vérité. Quand on cesse d'aimer quelqu'un, quand on n'attend plus rien de lui et qu'on abandonne toutes ses illusions, on atteint une liberté absolue. Je n'étais plus la femme de Vincent de Montfort. J'étais Valentine Sorel, 32 ans, techniquement au chômage, mais armée d'un dossier en béton armé, d'un avocat impitoyable, fruit d'un enquêteur d'élite et d'une volonté de faire, de réduire son monde en cendres. Et puis, un autre plan magistral a failli dérailler à cause d'un événement biologique totalement imprévu. Pendant 3 matins consécutifs, j'ai été frappée par de violentes nausées et des vertiges dès que je me levais. L'odeur du café en préparation me donnait des hauts-le-cœur incontrôlables. Pensant qu'il s'agissait d'une gastro, j'ai pris des médicaments sans ordonnance. Sans succès. La 3e nuit,
En me regardant dans le miroir de la salle de bain, une révélation m'a frappée comme la foudre. J'avais 2 mois de retard. Mon cœur a raté un battement. Profitant de l'absence de Vincent, j'ai pris un VTC pour me rendre dans une pharmacie de garde. J'ai acheté 3 tests de grossesse de marques différentes. De retour à la maison, Quasnin derrière la porte verrouillée, je les ai faits. 3 fois de suite. 2 lignes roses bien nettes sont apparues. Je me suis laissé glisser contre le carrelage froid de la salle de bain, fixant les bâtonnets en plastique pendant un long moment. J'étais enceinte. Enceinte de l'homme dont j'orchestrais actuellement la ruine. Une tempête faisait rage dans ma tête. Que devais-je faire, interrompre la grossesse ou la mener à terme si je subissais un avortement? Je couperais définitivement les ponts. Le divorce serait propre. Ma liberté absolue. Si je gardais le bébé, je serais liée à la famille Montfort pour le reste de ma vie. Mais d'un autre côté, cet enfant à naître était l'atout ultime. Un enfant né dans les liens du mariage, le seul héritier légitime de la dynastie, se dressant contre le bébé de la maîtresse. Solène, cette famille n'avait-elle pas une obsession d'un autre âge pour les lignées et l'héritage? Ne m'avait-il pas humiliée pendant des années? Qu'on me croyant stérile. Je me suis levée, je me suis lavé le visage et j'ai enveloppé les tests dans un sac en plastique. Je suis sortie moi-même les jeter dans les poubelles extérieures pour que Gisèle ne les trouve jamais. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai envoyé un message crypté à Maxime. Je suis enceinte. Il m'a appelé immédiatement. Sa voix était tendue. Tu es sûre? 3 tests positifs. Un lourd silence a pesé sur la ligne. Qu'est-ce que tu vas faire? Je le garde. Valentine. On réfléchit bien. Si cet enfant naît, le divorce devient infiniment plus compliqué. Tu seras liée à lui pour toujours. J'y ai réfléchi. Maxime, ce bébé est mon arme nucléaire. La famille Montfort fonctionne sur un modèle patriarcal rigide. Béatrice me méprisait parce que je ne pouvais pas lui donner d'héritier. Aujourd'hui, que je porte cet héritier légitime. Si c'est un garçon, ils feront tout pour m'empêcher de le prendre. Ce qui me donne un pouvoir de négociation infini. Et si c'est une fille, ce sera encore plus savoureux. Ils verront leur héritier mâle, si désespérément désiré, relégué au rang de bâtard illégitime. Tandis que ma fille deviendra la seule ligne directe légale vers la fortune familiale, Maxime a laissé échapper un rire sombre et admiratif. Valentine, tu es terrifiante. C'est exactement comme ça qu'on survit dans ce monde. Le lendemain, je suis allée à la clinique pour confirmer médicalement la grossesse. Le diagnostic était clair, 6 semaines de grossesse, co-développement embryonnaire parfait. Rythme cardiaque détectable. J'ai sauvegardé l'échographie dans mon coffre-fort crypté. En retournant au domaine, j'ai trouvé Vincent dans le salon. Il était affalé devant la télévision pendant que Béatrice s'extasiait sur le bébé Arthur. Gisèle venait d'apporter un plateau de fruits frais. Je me suis approchée et je me suis assise à côté de mon mari, Vincent. Que j'ai une annonce importante à faire. Il a tourné la tête vers moi. Que les yeux, chargés de leur indifférence habituelle. Je t'écoute. Je suis enceinte. L'atmosphère de la pièce a gelé instantanément. La main de Béatrice s'est figée au-dessus du couffin. Gisèle s'est arrêtée net dans l'encadrement de la porte. Le plateau en argent tremblant dans ses mains, le visage de Vincent est passé de l'indifférence au choc, puis au dégoût pur et simple. Ce n'était pas de la joie, ni même une surprise constructive. C'était de l'hostilité à l'état pur. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-il grincé des dents. Je suis enceinte de 6 semaines. Les battements de son cœur sont vigoureux. J'ai sorti l'échographie de mon sac et je l'ai posée sur la table basse. Ma belle-mère a réagi la première. Elle a pratiquement jeté Arthur dans les bras de Gisèle. Elle s'est jetée sur l'échographie. L'inspectant frénétiquement, ses traits étaient tordus de panique. Elle a regardé le papier.
m'a regardé, puis s'est tourné vers son fils. Vincent, c'est impossible. C'est un faux. Da estoy. Maman, a cinglé Vincent d'une voix glaciale. Il s'est levé et m'a foudroyé du regard avec un mépris total. Valentine, tu crois sincèrement pouvoir me manipuler avec une fausse échographie. Depuis 5 ans, Gisèle verse des contraceptifs liquides dans ton verre chaque matin. Tu ne peux absolument pas être enceinte. C'est scientifiquement impossible. J'ai senti un choc d'une violence inimaginable me frapper le ventre. Le verre, la boisson que Gisèle me préparait religieusement chaque matin, j'ai lentement tourné les yeux vers la gouvernante. Elle se tenait là, livide. Le plateau en argent a glissé de ses doigts, s'écrasant sur le parquet avec un fracas assourdissant. « Gisèle », ai-je murmuré. La voix à peine audible. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? La femme a ouvert la bouche. Incapable de formuler un son, ses yeux implorants se sont dardés vers Béatrice. La vieille femme a délibérément détourné le regard. Vincent a ricané. Complètement indifférent. Ne te donne pas la peine de l'interroger. C'est moi qui lui ai ordonné de le faire. Je ne pouvais pas prendre le risque que tu tombes enceinte avant que la situation d'Arthur ne soit stabilisée. La lignée des Montfort n'a besoin que d'un seul héritier légitime. Un enfant de toi n'a pas sa place dans cette famille. Pas sa place. J'ai soutenu son regard en me levant pour lui faire face. Vincent, tu affirmes m'avoir drogué avec des contraceptifs à mon insu pendant 5 ans. Alors comment expliques-tu le fait que je sois bel et bien enceinte de 6 semaines et que le cœur de cet enfant batte soit tes médicaments et tes périmés? À soit ton fournisseur t'a arnaqué. Quoi qu'il en soit, la réalité biologique est là, sous tes yeux. Les analyses de laboratoire sont définitives. Si tu en doutes, nous pouvons aller à l'hôpital tout de suite pour une prise de sang sous le contrôle d'un huissier. Béatrice a arraché l'échographie à nouveau. Elle a vérifié les tampons de l'hôpital, la signature du chef de service et la date du jour. C'était sans appel. Vincent, a balbutié ma belle-mère, pâle comme un linge. Ce document est tout à fait authentique. Et alors Vincent lui a arraché la photo des mains, l'a déchirée en deux et a jeté les morceaux sur le sol. « Tu vas te faire avorter », a-t-il déclaré d'un ton clinique, comme s'il planifiait une conférence téléphonique. La décision est prise. Cet enfant ne portera jamais le nom des Montfort. Demain matin, je t'emmène à la clinique. Tu n'as pas le choix. Il s'est approché, qui m'a attrapé violemment le menton, m'obligeant à le regarder dans les yeux. Valentine, tu vis sous mon toit, tu manges à ma table. Chaque centime que tu dépenses provient de ma carte Platinum. Si je te dis de porter un enfant, tu le portes. Si ti distavora, tu avortes, c'est clair. Je l'ai fixé. Il ne restait aucune trace de l'homme que j'avais aimé autrefois. J'ai laissé échapper un rire nerveux et tranchant. Vincent s'est crispé. Qu'est-ce qui est si drôle? Ma propre stupidité. Ai-je répondu? Arrête-toi là, a hurlé Béatrice derrière moi. Valentine, en ne sois pas ingrate. Vincent agit pour ton propre bien. Qui va s'occuper d'un nouveau-né si tu t'obstines? Arthur est encore si petit. C'est déjà trop de travail. Essaies-tu de nous pousser à bout? Je me suis retournée pour lui faire face. Béatrice, et vous êtes tellement pressée de me voir avorter simplement parce que vous êtes terrifiée à l'idée que je donne naissance à un fils légitime qui anéantirait les prétentions à l'héritage de votre précieux bâtard. N'est-ce pas? Le visage de Béatrice est devenu cramoisi. Comment oses-tu proférer des calomnies aussi ignobles? Ça suffit. A aboyé Vincent. Valentine. La discussion est close. Demain matin à 9h, j'ai pris rendez-vous dans une clinique privée du 16e arrondissement avec un spécialiste qui gère les affaires discrètes de notre famille, coopère et tout se passera bien. Sinon, je deviendrai beaucoup moins polie. Je n'ai pas pris la peine de répondre.
J'ai monté les escaliers et je me suis enfermée dans ma suite. Je me suis laissée glisser contre la porte, posant une main sur mon ventre encore plat. Je suis tellement désolée. Mon bébé, ai-je murmuré. Je suis désolée de t'imposer ça. Mais je te promets que je ne les laisserai jamais te toucher. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un message à Maxime. Vincent est au courant pour la grossesse. Il a avoué m'avoir empoisonnée avec des contraceptifs. Il veut me forcer à avorter demain à 9h à la clinique privée du 16e. Maxime a répondu instantanément. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'avorterai pas. J'ai un plan, mais j'ai besoin que tu fasses jouer tes relations. Demain matin, je ferai semblant d'obéir et je monterai dans sa voiture. Je veux que tu contactes tes connaissances dans l'administration médicale de cette clinique. Assure-toi qu'on m'impose une consultation préopératoire, approfondie dès mon arrivée. Le médecin doit rédiger un rapport attestant d'une contre-indication médicale massive à toute procédure d'interruption de grossesse. Considère que c'est fait, a répondu Maxime. Le docteur Rousseau, qui est directrice adjointe du service de gynécologie, est une ancienne camarade de fac de droit qui s'est réorientée vers la médecine. Je l'appelle tout de suite. Une dernière chose, ai-je ajouté, rédige la convention de divorce. Dès que j'aurai ce certificat médical en main, j'ai posé un ultimatum à Vincent. Puisqu'il refuse catégoriquement que je donne naissance à son héritier sous son toit, j'utilise cette grossesse pour acheter ma liberté définitive. As-tu fixé tes conditions? Oui. Premièrement, l'autorité parentale exclusive de l'enfant à naître. Vincent renonce expressément à tous ses droits parentaux et droits de visite. Deuxièmement, une prestation compensatoire d'un montant de 3 millions d'euros viré dans les 60 heures suivant la signature. Troisièmement, je renonce à toute réclamation sur la liquidation de la communauté de biens concernant la holding des Montfort. Je lui laisse son entreprise, mais il signe ma liberté inconditionnellement. Maxime a pris un instant pour répondre. Valentine, réalises-tu ce à quoi tu renonces? Un procès complet exposant ses actifs te rapporterait facilement 15 à 20 millions. Je sais, ai-je tapé en retour, mais une procédure judiciaire classique prendrait des années. Il utiliserait toute sa richesse et ses relations pour me détruire et essayer de me prendre l'enfant. Je ne veux pas de son argent sale. Je veux ma liberté et la sécurité de mon bébé. 3 millions? C'est largement suffisant pour reconstruire nos vies. D'accord. Je rédige l'accord ce soir. Je te le ferai parvenir demain. À 7h le lendemain matin, je suis descendue dans la cuisine. Gisèle y était déjà. En me voyant, elle a failli faire tomber son torchon. Elle m'a lancé un regard fugace et terrifié. Le visage déformé par la culpabilité, je l'ai ignoré. J'ai ouvert le frigo. J'ai délibérément contourné la bouteille de boisson préparée et je me suis servi un simple verre de jus d'orange du commerce. Gisèle s'est approchée d'un pas lourd. Madame Valentine. Monsieur Vincent m'a dit de ne pas vous servir de petit déjeuner ce matin à cause de votre intervention médicale. Je sais. J'ai bu le jus d'orange d'un trait. Elle a hésité, puis a marmonné. Madame, êtes-vous vraiment enceinte? Je me suis tournée vers elle. Gisèle? Pendant 5 ans? Et vous avez glissé des substances chimiques dans ma boisson chaque matin, ajurant que c'était des vitamines de luxe pour ma santé? Pensez-vous sincèrement que je plaisanterais sur un sujet pareil? Le visage de la gouvernante a pris la couleur de la cendre. Je vous jure devant Dieu que je ne savais pas que c'était des contraceptifs. Madame Béatrice avait juré que c'était des compléments prescrits par un grand professeur pour vous aider à concevoir. Je vous le jure. Qu'elle dise la vérité ou non ne m'importait plus. Vincent S. Deschendoux, son costume sur mesure était immaculé. Ses cheveux parfaitement coiffés, il avait l'air prêt pour un conseil d'administration à la Défense. En me voyant à l'îlot central, il a lâché froidement. On y va. Le SUV de fonction nous attendait avec le chauffeur de la famille.
Vincent est monté à l'arrière en premier. Je me suis assise de l'autre côté, maintenant une distance physique maximale pendant tout le trajet vers Paris. Il ne m'a même pas jeté un regard, et les yeux rivés sur son smartphone, du coin de l'œil, j'ai pu lire le nom du contact. Solène. Il lui disait qu'il arrivait à la clinique pour résoudre le problème définitivement et de ne pas s'inquiéter. J'ai tourné la tête pour regarder défiler les avenues. Je connaissais cette ville par cœur, mais aujourd'hui, tout me semblait étranger et lointain. Le SUV s'est garé dans le parking souterrain de la clinique. Vincent est sorti le premier. Il m'a attrapé fermement par le poignet et m'a entraîné vers l'ascenseur avec une poigne si serrée que j'ai dû réprimer un halètement de douleur. Pas de scène, m'a-t-il murmuré à l'oreille. Une menace pure. Nous sommes montés à l'étage obstétrique VIP. Les couloirs étaient lumineux et accueillants, remplis de femmes enceintes, rayonnantes, accompagnées de leurs partenaires. J'étais la seule à traverser cet espace comme une prisonnière conduite à l'échafaud par son propre mari. La réceptionniste a reconnu Vincent immédiatement et a souri. « Monsieur de Montfort, le docteur vous attend. Veuillez me suivre. » Nous avons été conduits dans un bureau spacieux. Un médecin d'une 50aine d'années s'est levé pour serrer chaleureusement la main de Vincent. « Monsieur de Montfort, qu'eut un plaisir de vous revoir. Votre mère m'a expliqué la situation délicate. Rassurez-vous, c'est une intervention de routine, ton parfaitement maîtrisée. Cela ne prendra pas plus de 20 minutes. » Il s'est tourné vers moi. Une ombre de pitié professionnelle traversant ses yeux avant d'être masquée par un sourire neutre. « Madame, veuillez vous installer sur la table d'examen pour une échographie rapide afin que nous puissions dater précisément la grossesse. » Je me suis allongée, le gel froid sur mon ventre, la sonde glissant sur ma peau. Sur l'écran, une forme minuscule est apparue, nichée dans mon utérus. Un pouls rapide et régulier palpitait au centre. Le médecin a ajusté ses mesures. Le sac gestationnel est parfaitement positionné. L'activité cardiaque est excellente. Nous en sommes à environ 7 semaines et demie. 7 semaines. Une de plus que mon estimation. Vincent est intervenu d'un ton plat, se tenant près de la table. « Docteur, quand l'intervention peut-elle avoir lieu ? » Le médecin a consulté son dossier. « En théorie aujourd'hui, mais la réglementation exige un bilan sanguin préopératoire complet pour écarter tout risque chirurgical. Nous pourrions programmer l'intervention pour demain matin à la 1e heure. » Très bien. Mettez-le au planin de demain matin, a décidé Vincent. Il a sorti sa carte Platinum et l'a jetée sur le bureau. Facturer l'intégralité de la procédure aujourd'hui. Je veux le plus haut niveau d'intimité et de confort pour ma femme. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Une jeune infirmière a passé la tête. « Docteur, le docteur Rousseau a besoin de vous immédiatement pour une urgence au bloc chirurgical B. » Le médecin s'est excusé et est sorti précipitamment, nous laissant seuls avec l'infirmière. Elle s'est tournée vers moi. « Madame de Montfort, je dois faire votre prise de sang pour le bilan préopératoire. Veuillez me suivre au laboratoire. » Vincent m'a fait signe d'y aller. Je l'ai suivi dans le couloir, mais au lieu de s'arrêter au laboratoire standard, elle a pris 2 virages et m'a fait entrer dans un bureau orné d'une plaque en laiton. Docteur Rousseau, directrice adjointe, une femme d'environ 35 ans, avec des cheveux courts et des lunettes à monture dorée. Elle s'est levée pour m'accueillir avec une poignée de main chaleureuse. Valentine Sorel. Je suis le docteur Rousseau, une amie proche de Maxime. Asseyez-vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Elle s'est assise en face de moi. Maxime m'a briefé sur l'extrême gravité de votre situation. Tout est organisé. Sous couvert de dépistage, je vais diagnostiquer une anomalie sévère de l'hémostase. Essentiellement, un risque massif d'hémorragie incontrôlable.
Je vais émettre un rapport médical officiel interdisant strictement toute procédure chirurgicale ou médicamenteuse en dehors d'un hôpital universitaire, de niveau 1 spécialisé en traumatologie. Aucune clinique privée ne touchera à votre dossier avec cela. Dans le même temps, je vous fais un vrai bilan pour m'assurer que vous et le bébé êtes en parfaite santé. Merci infiniment. Docteur, ai-je murmuré, une vague massive de soulagement m'envahissant. Ne me remerciez pas. En tant que médecin, voir des femmes forcées d'avorter sous la pression d'hommes abusifs et fortunés me donne la nausée. Je suis heureuse de vous aider à protéger ce bébé. Elle a procédé à un examen clinique rapide, elle a fait un électrocardiogramme et m'a personnellement prélevé du sang. Quelques minutes plus tard, elle m'a remis une enveloppe scellée contenant mes vrais résultats impeccables, ainsi qu'un rapport médical officiel falsifié mentionnant un déficit grave de la coagulation sanguine. Ce déficit comportait un risque élevé d'hémorragie fatale ou d'ablation d'urgence de l'utérus en cas d'intervention. Je suis retournée dans le bureau du premier médecin. Vincent attendait avec impatience. Vérifiant sa montre de luxe, « Pourquoi ça a pris si longtemps ?» a-t-il exigé en fronçant les sourcils. Il y avait la queue au laboratoire. Ai-je répondu calmement. Le médecin est revenu, tenant le rapport du docteur Rousseau, qu'une secrétaire venait de lui remettre. En le lisant, son visage s'est décomposé. Il a regardé Vincent, visiblement mal à l'aise. « Monsieur de Montfort, les analyses de sang de votre femme révèlent une anomalie constitutionnelle sévère de la coagulation, éthiquement et médicalement. Je ne peux absolument pas donner mon feu vert à une procédure d'interruption de grossesse dans cet établissement. Le risque hémorragique est beaucoup trop élevé pour une clinique privée. » Le visage de Vincent s'est fermé. « Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est impossible. » En l'état ? Oui. Une hémorragie sévère pourrait être fatale ou nécessiter une ablation d'urgence de l'utérus. Je recommande vivement un bilan hématologique approfondi et des traitements correctifs sur plusieurs semaines avant même d'envisager d'aller plus loin. Combien de temps ça prendra à demander Vincent. Au minimum, 1 mois. En supposant que ces paramètres se normalisent, Vincent s'est levé brusquement, pâle de rage contenue, impuissant à exploser devant le personnel médical. Il m'a lancé un regard meurtrier. « 1 mois s'il le faut. » A-t-il craché avant de sortir de la pièce en trombe. Une fois de retour à l'arrière du SUV, l'atmosphère est tombée, en dessous de zéro. « C'est toi qui as orchestré ça, n'est-ce pas ?» a-t-il lâché soudainement. « Orchestré quoi, mon test sanguin ? Tu crois que je joue la montre ?» Je me suis tournée pour lui faire face. « Vincent, crois-tu sincèrement que je pourrais falsifier des résultats de laboratoire dans l'une des meilleures cliniques privées de Paris ? Quel avantage aurais-je à faire durer ce cauchemar un jour de plus ?» Il n'a pas répondu. Le médecin a été « on ne peut plus clair. Je risque ma vie ou la perte définitive de ma fertilité en cas de complications. Veux-tu vraiment ma mort ou ma mutilation juste pour arriver à tes fins ?» Il a détourné le regard, en fixant l'horizon de Paris défilant derrière la vitre teintée. Au moment où nous sommes rentrés au domaine, Béatrice attendait dans le hall. « Non » a aboyé Vincent en jetant sa veste de costume sur la console en acajou. Les analyses de sang interdisent toute intervention immédiate. On doit attendre 1 mois. Le visage de Béatrice est devenu violet. Elle m'a fusillé d'un regard empli de suspicions haineuses. Des analyses, c'est du cinéma. Elle refuse d'avorter ? C'est évident. Maman, le chef de service, a personnellement signé le protocole de refus en raison d'un risque d'hémorragie massive, a répliqué Vincent, épuisé. Je me fiche de leur protocole parisien. J'ai vécu toute ma vie sans jamais entendre parler d'une grossesse qu'on ne pouvait pas interrompre. Ma belle-mère a hurlé, perdant tout sang-froid. « Valentine, je te préviens, tu ne t'en tireras pas avec cette mascarade. Cet enfant ne verra jamais le jour dans cette maison. Arthur est notre seul héritier.
Je me tenais droite au centre du hall, encaissant ses cris sous le regard indifférent de mon mari, tandis que je voyais Gisèle trembler dans l'ombre du couloir. Un rire a échappé de mes lèvres. « Béatrice, vous perdez la tête. De quoi ris-tu ? Une petite insolente. Je ris de votre panique. Vous êtes terrifiée à l'idée que je donne naissance à un fils légitime qui contestera les prétentions de votre bâtard sur l'Empire. Détendez-vous. Que cet enfant soit un garçon ou une fille, ils ne se battront jamais pour le moindre centime de l'argent des Montfort, car votre fortune ne m'intéresse plus. » Béatrice est restée complètement abasourdie, pointant un doigt tremblant vers moi. « Vincent, tu entends ce qu'elle ose dire. Ça suffit. » A ordonné Vincent. « Valentine, que va dans ta chambre et reste-y. Je ne veux pas entendre un mot de plus. » J'ai monté les escaliers, je me suis enfermée dans ma suite et j'ai ouvert ma messagerie cryptée. La convention de divorce rédigée par Maxime s'y trouvait. J'ai lu chaque clause attentivement. Elle était parfaite. Elle garantissait juridiquement ma liberté et la garde exclusive de mon enfant. En échange de ma renonciation expresse à toute part dans la holding familiale, je savais que Vincent accordait plus de valeur à ses actions d'entreprise qu'à sa propre chair et à son propre sang. Si j'avais réclamé la moitié de la communauté de biens qui m'était due, il m'aurait traîné dans une décennie de litiges acharnés pour me saigner à blanc. Le laisser garder son entreprise en échange de sa signature immédiate et d'une indemnité en capital, c'était le compromis parfait pour assurer ma sécurité. J'ai imprimé le document sur l'imprimante de ma chambre. Je l'ai signé. J'ai fait un scan numérique pour Maxime et j'ai mis l'original dans mon sac. Le lendemain après-midi, Maxime m'a retrouvé brièvement dans un café discret de Neuilly pour me remettre la version reliée finale de l'accord. « Lise attentivement l'article 8. » a-t-il dit en tapotant le document. J'ai lu la section « Le demandeur renonce expressément et irrévocablement à tous ses droits sur la liquidation de la communauté de biens, incluant, sans s'y limiter les parts dans la holding des Montfort, l'immobilier familial, les comptes bancaires et les investissements financiers. En contrepartie, le défendeur s'engage à verser au demandeur une prestation compensatoire forfaitaire de 3 millions d'euros dans les 60 heures suivant la signature de cet accord et renonce irrévocablement à tous les droits parentaux, réclamation sur l'enfant à naître. 3 millions d'euros ? Ai-je répété ? C'est parfait. J'ai mené un audit approfondi de ses actifs à court terme très liquides, a expliqué Maxime. Ses réserves de liquidité personnelle s'élèvent à environ 4,5 millions d'euros. Il peut débloquer 3 millions immédiatement sans déclencher d'alarme au niveau de la holding. Il acceptera cet accord car il protège le cœur de sa fortune industrielle. S'il refuse, nous menacerons de lancer une procédure de divorce pour faute, très médiatisée, qui ferait chuter le cours de l'action de la holding en exposant ses montages d'évasion fiscale en Suisse et aux Bahamas. J'ai mis l'enveloppe dans mon sac et je me suis levée, brillant. Je le fais signer ce soir. En rentrant à la maison, j'ai trouvé Gisèle seule dans le salon. Dépoussiérant frénétiquement les meubles, Vincent et Béatrice étaient absents. « Gisèle. Où est Vincent ? » Monsieur Vincent est dans son bureau. Il a demandé à ne pas être dérangé pour le dîner. Madame Béatrice est sortie jouer aux cartes chez une amie. L'occasion était idéale. J'ai monté les escaliers et j'ai frappé fermement à la porte de son bureau. « Entres » qui a répondu sa voix épuisée. Vincent était assis derrière son bureau ancien en acajou, enseveli sous une montagne de registres financiers et de dossiers juridiques. En me voyant, il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai sorti la convention de divorce de l'enveloppe et je l'ai lâchée sur le bureau devant lui. « Signe ça. » Ses yeux se sont posés sur le titre en gras et en majuscules. « Convention de divorce, par consentement mutuel. » Son visage s'est figé. Il a levé les yeux vers moi. Incrédule. C'est une blague. Je n'ai jamais été aussi sérieuse. « Vincent,
C'est un accord de divorce à l'amiable rédigé par mon avocat. Prends le temps de le lire, et si les conditions te conviennent, signe-le. » Il s'est levé, il a contourné le bureau et s'est approché de moi d'un air menaçant. « Valentine, tu crois sincèrement pouvoir me dicter tes conditions? Tout ce que tu portes, la voiture que tu conduis, la nourriture que tu manges, c'est mon argent. Tu n'as pas de travail et pas d'économie. Où penses-tu aller? Tu seras à la rue dans une semaine. Ce que je deviens n'est plus ton problème. Signe. » Il a attrapé le document avec colère et a commencé à tourner les pages. Au fur et à mesure de sa lecture, ses traits se sont durcis. Arrivé à la clause financière, il a jeté les papiers sur la table avec dégoût. 3 millions d'euros. Tu portes un enfant dont je ne veux pas. Et tu penses pouvoir m'extorquer 3 millions d'euros. Cet enfant est ton fils biologique. Vincent. Ai-je rétorqué d'une voix monocorde. L'enfant que tu as essayé d'éliminer en m'empoisonnant secrètement avec des contraceptifs tous les matins, il n'est pas un bâtard. Il est ton héritier légal direct. Je ne le reconnaîtrai jamais. A-t-il sifflé entre ses dents en me tournant le dos. Fais-toi avorter et nous pourrons redevenir comme avant. Sinon, tu n'auras pas un seul centime. Et comment comptes-tu m'en priver? En me jetant à la porte de la maison, il te faut une décision de justice pour ça. Et un procès pour divorce devant le tribunal judiciaire nécessitera une liquidation complète de notre communauté de biens, tes 6 propriétés immobilières, tes portefeuilles d'investissement, tes Spartstandsler Holding familiale, et surtout, le 1,5 million d'euros que tu as discrètement viré à une société écran aux Bahamas pour Solène au cours des 3 dernières années. Es-tu vraiment prêt à voir la moitié de ton empire remise à ton épouse légitime bafouée? Vincent a fait volte-face. La panique clairement lisible dans ses yeux. Pensais-tu vraiment que je ne savais pas pour Solène ai-je continué? Mon ton tranchant comme du verre. Pensais-tu que je ne savais pas qu'Arthur est ton fils? Que tu paies une pension alimentaire secrète à sa mère et que tu te prépares à les installer à l'île Maurice? Je sais tout. Vincent. Depuis le tout premier jour où tu as ramené ce bébé à la maison, j'ai trouvé les dossiers médicaux dans ta veste. J'ai fait faire des tests ADN clandestins qui ont confirmé ta paternité à 99,9%. J'ai tracé le moindre de tes transferts financiers offshore. Le visage de Vincent s'est vidé de toute couleur. Comment as-tu pu accéder à tout ça? A-t-il balbutié. La voix tremblante. Je me suis autorisé un sourire glacial. Tu as oublié que j'ai obtenu mon master de droit à Assas et que j'ai travaillé pour un magistrat au tribunal judiciaire de Paris. Vincent, tu pensais que tes montages financiers étaient à toute épreuve, pour un œil exercé. Ils sont d'un amateurisme embarrassant. Il s'est effondré dans son fauteuil en cuir, hébété. Avant d'être saisi par un accès de rage soudain, il a bondi. Il m'a attrapé le poignet avec une force qui menaçait de me briser l'os. Tu me fais du chantage. Endurant la douleur aiguë, j'ai plongé mes yeux dans les siens. Je t'offre une sortie honorable. Signe cet accord. Paie les 3 millions. Renonce à tes droits parentaux. Et je disparaîtrai de ta vie définitivement sans faire de vagues. Si tu refuses, demain matin, que je lance une procédure de divorce pour faute, je porte plainte contre toi au pénal pour administration de substances nuisibles avec ces contraceptifs dans ma boisson, et je demande à l'autorité des marchés financiers et au fisc de contrôler Solène pour recel de biens sociaux via des comptes offshore. Dois-je te rappeler que mon ancien professeur de droit est aujourd'hui magistrat à la Cour de cassation? Imagine les retombées médiatiques sur le cours de l'action de la holding quand tout cela deviendra public. Son emprise s'est relâchée. Il a trébuché en arrière de 2 pas, s'appuyant contre sa bibliothèque, respirant lourdement comme un homme en manque d'oxygène. Valentine, comment as-tu pu devenir si calculatrice? A-t-il murmuré. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Vincent, ai-je répondu, sentant des larmes de rage piquer les coins de mes yeux sans jamais les laisser couler.
Tu m'as trompé pendant 5 ans. Tu m'as empoisonné chimiquement. Tu as entretenu une maîtresse. Tu as fait un enfant en secret. Et tu as eu le culot absolu de me forcer à l'élever sous mon propre toit. Et maintenant, tu t'étonnes que je riposte. Je me suis avancée vers le bureau. J'ai pris un stylo Montblanc et je le lui ai tendu. Signe. Il a fixé le stylo, mais n'a pas fait un geste pour le prendre. Très bien. Tu as 24 heures pour y réfléchir, ai-je déclaré en posant le stylo sur le document. Demain, à la même heure, soit j'ai l'accord signé entre les mains, soit mon avocat dépose la requête au tribunal et transmet l'intégralité de l'audit financier au procureur de la République et à la presse économique. Choisis ton camp. Je me suis détournée et je suis sortie du bureau. Sur le palier, près des escaliers, se tenait Gisèle, une tasse de thé à la main. Elle avait manifestement tout entendu. Elle était pâle comme un linceul. Gisèle, ai-je dit en passant devant elle, je choisirais de ne pas porter plainte contre vous pour complicité d'empoisonnement à la seule condition que vous gardiez un silence absolu sur tout ce qui se passe ici. Vous me devez bien ça. La gouvernante a simplement baissé les yeux en tremblant. Je me suis enfermée dans ma chambre, m'effondrant sur le parquet contre la porte. Tout mon corps tremblait de spasmes et de tensions nerveuses. Ma détermination impitoyable face à Vincent avait été une pure performance théâtrale. Au fond de moi, j'étais terrifiée. Mais en jouant le rôle d'une femme froide et implacable, j'ai réalisé que ce n'était plus seulement un rôle, je n'avais plus rien à perdre. Et c'est ce qui me rendait invincible. Mon téléphone a vibré, un message de Maxime, je lui ai remis l'accord. Il a 24 heures pour signer. Je pense qu'il va céder. Pourquoi es-tu si sûre? Parce que Vincent n'a pas peur du divorce. Il a peur de perdre son statut social et de ruiner la réputation de sa famille. Pour les Montfort, les apparences sont plus précieuses que la vie elle-même. Un scandale public impliquant des détournements de fonds et un empoisonnement conjugal le détruirait socialement et industriellement. Il signera « Compris. On fait le point demain. » J'ai activé le flux de la caméra caché dans son bureau sur mon téléphone. Vincent était assis à son bureau, immobile comme une statue de pierre, fixant l'accord de divorce. Soudain, dans un accès de rage impuissante, il a balayé le bureau d'un coup de bras, faisant violemment tomber tous les dossiers et registres sur le sol, laissant échapper un hurlement guttural de bête blessée. « Valentine !» J'ai coupé le flux vidéo et j'ai fermé les yeux, posant ma main sur mon ventre. Tu as entendu ça? Mon bébé ton père me hait, mais ça n'a pas d'importance. Je ne l'aime plus. Et c'est ça qui le détruit. Vincent n'a pas attendu l'expiration du délai. Le lendemain matin à 7 heures, il a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, il se tenait sur le seuil, les traits tirés par une nuit d'insomnie, sa chemise sur mesure froissée, le col déboutonné. Il tenait l'accord signé dans sa main droite. « J'ai signé », a-t-il dit d'une voix rauque. « Mais 3 millions d'euros, c'est hors de question. Je n'ai pas ce genre de liquidité sous la main sans compromettre la trésorerie opérationnelle de la holding. Tu as réussi à virer 1,5 million d'euros aux Bahamas pour Solène. Vincent, n'essaie pas de me convaincre que tu ne peux pas trouver 3 millions pour garantir ton immunité face à la prison. C'était des transferts d'actifs complexes. Arrête de mentir. Vincent, l'ai-je coupé froidement? Tu as menti pendant 5 ans. C'est terminé. Il est entré dans la pièce et s'est approché de la fenêtre, en me tournant le dos. 2 millions. Je te vire 2 millions et tu pars immédiatement. 3 millions. Ai-je répété? Inflexible. Tu as récemment siphonné 5 millions d'euros des fonds de réserve de la holding en utilisant de fausses factures de conseil. Pour les parquer sur un compte séquestre en Suisse, c'est un cas d'école de fraude aux entreprises. Si tu ne paies pas mes 3 millions, je remets la trace de l'audit à la brigade financière cet après-midi.
Tu ne risqueras pas seulement la ruine, Vincent. Tu risqueras un très long séjour en prison. Vincent est devenu livide. Comment as-tu découvert l'existence du compte suisse? Je t'ai dit que tes secrets n'existaient plus. Je me suis assise à ma coiffeuse et j'ai commencé calmement à me brosser les cheveux. Signe. Vincent. C'est ta seule bouée de sauvetage. Il est resté pétrifié au milieu de la pièce. Après une longue minute de silence, il a marché lentement vers moi. Il est tombé à genoux et a levé vers moi son visage aux yeux injectés de sang. Valentine. Sa voix s'est brisée. Fallait-il vraiment en arriver là? J'ai baissé les yeux vers l'homme qui rampait littéralement à mes pieds. C'est toi qui as pavé cette route. Vincent. Je sais que j'ai commis des erreurs impardonnables. Il m'a attrapé la main, qui est restée inerte dans la sienne. Ma relation avec Solène, les pilules, je regrette tout cela. Mais je réalise aujourd'hui que tu es la seule femme de véritable valeur dans ma vie. Donne-moi une seconde chance. Je vais changer, je te le promets. Nous élèverons cet enfant ensemble. Nous construirons une vraie famille. Je bannirai Arthur et Solène. Je ne veux plus jamais entendre parler d'eux. Ce sera juste toi. Fais-moi et notre bébé. J'ai violemment dégagé ma main de son emprise, en me levant pour m'éloigner. Vincent, le fait que tu sois un traître et un lâche est une chose, mais n'insulte pas mon intelligence. Tu es en train de me dire que tu es prêt à abandonner ton propre fils biologique, cet Arthur que tu couves depuis des mois, simplement pour sauver tes intérêts financiers et ton image publique. Comment pourrais-je, ne serait-ce qu'une seconde, à imaginer construire un avenir avec une créature aussi profondément répugnante? L'homme s'est effondré face contre le tapis. Sanglotant comme un enfant puni, Vincent du Montfort, héritier d'une dynastie prestigieuse, un titan respecté des affaires, pleurait à mes pieds. Valentine, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je ne peux pas vivre sans toi. Je l'ai observé de haut, ressentant un mélange complexe d'émotions qui ne contenait ni pitié, ni regret, mais une immense lassitude teintée de dégoût. Il n'avait toujours pas compris de quoi il s'agissait. Il pensait que je partais par jalousie envers Solène ou par colère à cause des mensonges. Il ne pouvait pas saisir que je fuyais un mariage où je n'avais jamais été traitée comme un être humain. J'étais son accessoire social. Un utérus prétendument stérile aux yeux de sa mère, une signature juridiquement contraignante pour valider son statut. Pendant 5 ans, j'avais perdu mon identité au profit du titre de Madame de Montfort, paraphe les modifications financières de l'accord. Ai-je répété? Après plusieurs longues minutes de larmes inutiles, il s'est relevé péniblement, il a attrapé le stylo et a apposé ses initiales tremblantes sur la clause des 3 millions. Il a jeté le stylo par terre, cru me fixant avec une haine pure. Tu vas le regretter. Valentine. Peut être, ai-je répondu, en récupérant les papiers signés, mais en ce moment, que mon seul regret est de ne pas être parti. Il y a 5 ans, j'ai descendu les escaliers, mon sac de créateur sous le bras, contenant le précieux document. Béatrice venait de rentrer et était assise dans le salon, tenant le bébé Arthur, pendant que Gisèle préparait le thé. En voyant les papiers dans ma main, ses traits se sont durcis. Qu'est-ce que c'est un accord de divorce signé par votre fils? Béatrice a bondi sur ses pieds, faillant presque faire tomber le bébé, qui s'est mis à hurler de terreur. Sans accorder une seconde de pensée au nourrisson en pleurs, elle s'est jetée sur moi. Essayant d'arracher les papiers, je l'ai esquivé avec agilité, zippant le document en sécurité dans mon sac. Tu n'auras pas un seul centime de l'argent des Montfort. Commisérable, a-t-elle hurlé? Calmez-vous. Béatrice, je ne touche pas à votre précieux empire. Je pars simplement avec la prestation compensatoire qui m'est légalement due pour l'éducation de votre futur petit-fils. Quel petit-fils? Oh, Talarizzone. Nous ne savons même pas si cette fausse grossesse ira à son terme. Et même si c'est le cas,
cet enfant ne vaudra jamais l'argent que tu réclames. Considérez cela comme le prix de la jeunesse que vous m'avez volée. Ai-je conclu en me dirigeant vers la porte d'entrée. Arrête-toi tout de suite, a hurlé ma belle-mère. Laisse ces documents. C'est la propriété de la famille. Je n'ai pas pris la peine de me retourner. J'ai tiré la lourde porte en chêne. Le soleil éclatant de l'après-midi m'a presque aveuglée. Valentine. La voix de Vincent a résonné du haut des escaliers, haletante et brisée. Tu pars vraiment? J'ai regardé en arrière une dernière fois. Il se tenait sur le palier, agrippé à la rampe en fer forgé, le visage gris comme de la cendre. Il ressemblait à une statue de marbre sur le point de s'effriter en poussière. Oui, je pars, ai-je dit doucement. Je te souhaite le meilleur avec Solène. J'ai franchi le seuil de la propriété des Montfort. Derrière moi s'élevaient les cris de ma belle-mère, les pleurs perçants d'Arthur, qui les vaines tentatives de Gisèle pour les calmer, et le silence de mort de mon mari. Je n'ai pas regardé en arrière. La voiture de Maxime attendait devant les grandes grilles en fer de la propriété. En m'approchant, il a fait des appels de phare et m'a ouvert la porte passager. Je suis montée. J'ai attaché ma ceinture et j'ai serré mon sac contre ma poitrine. Maxime a démarré sans un mot, s'éloignant des beaux quartiers de Neuilly pour rejoindre le périphérique. Le paysage familier défilait derrière la vitre. S'estompant lentement. Où allons-nous? A demandé Maxime. Dépose-moi dans un hôtel discret pour l'instant. Ensuite, je chercherai un appartement à louer dans Paris. Je trouverai un emploi d'avocate et je reconstruirai ma vie de zéro. Maxime m'a regardé dans le rétroviseur. As-tu assez d'argent liquide pour survivre à court terme? J'ai ouvert mon portefeuille. J'avais 3 billets de 100 € et ma carte Platinum des Montfort, que Vincent allait sûrement bloquer dans l'heure. De l'argent personnel assez pour 3 jours. Maxime a ouvert la boîte à gants de son Audi. Il en a sorti une épaisse enveloppe d'argent liquide et me l'a tendue. Il y a environ 5 000 € là, dedans. Prends-le. C'est une avance sur notre futur paiement. J'ai regardé l'enveloppe avec hésitation. Prends-le. Valentine? A-t-il insisté d'un ton qui n'admettait aucune réplique, forçant presque l'enveloppe dans mon sac. Tu n'es plus seule? Tu as un enfant à nourrir. Tu peux choisir de sauter des repas. Mais le bébé n'a pas cette option. J'ai posé une main sur mon ventre. Après un instant de silence, j'ai hoché lentement la tête. Merci. Maxime, remercie-moi quand on aura obtenu d'un juge qu'il valide officiellement cet accord. Prends soin de toi. Maxime m'a déposé dans un hôtel de luxe discret à Paris et m'a réservé une suite pour une semaine entière. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte. J'ai jeté mon sac sur le lit et je me suis assise. Le silence de la pièce n'était rompu que par le faible bourdonnement de la climatisation. J'ai sorti la convention de divorce. Au bas de la dernière page se trouvait la signature hachée de Vincent de Montfort. 5 ans de ma vie effacés par quelques traits d'encre sur du papier légal. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai allumé l'eau froide et je me suis éclaboussé le visage. Mon reflet montrait une femme pâle, les yeux fatigués par l'épuisement nerveux, mais brûlant d'une lumière nouvelle et indomptable. À partir de cet instant, je n'étais plus Madame de Montfort. J'étais Valentine Sorel, 32 ans, en instance de divorce, enceinte, avec 5 300 € en poche. Mais j'étais enfin libre. Je me suis séché le visage. Je suis retournée sur le lit et j'ai allumé mon ordinateur portable pour commencer à chercher du travail. 32 ans et master de droit à Assas. 2 ans comme collaboratrice au tribunal judiciaire de Paris et un vide de 5 ans sur mon CV. Cet espace vide était une blessure ouverte, mais je savais comment le présenter. Ce n'était pas un vide, c'était un entraînement intensif non rémunéré, payé avec mes larmes et ma jeunesse. J'avais appris à décoder la nature humaine dans ce qu'elle a de plus sombre, à me protéger des maîtres manipulateurs et à renaître des pires épreuves.
C'était une éducation qu'aucune université prestigieuse ne pourrait jamais dispenser. Mon téléphone a vibré. Un message de Maxime. Vincent vient de m'appeler. Il menace de porter plainte contre toi pour extorsion de fonds et chantage. J'ai laissé échapper un rire sincère. Qui le sait? J'ai les contre-preuves pour chacune de ces affirmations. C'est une tactique d'intimidation pathétique. Je sais, a répondu Maxime. C'est un lâche. Il n'ira jamais jusqu'au bout. Quels sont tes plans pour demain? J'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se couchait sur les toits de Paris, baignant la ville d'une chaude lumière dorée. Survivre d'abord, puis vivre mieux que n'importe qui d'autre. L'appel téléphonique de Maxime m'a réveillée en sursaut à 2 heures du matin. Valentine. Sa voix était basse. Mais urgente. Vincent finalise la dissimulation du reste de ses actifs. Je viens de recevoir un tuyau d'une source extrêmement fiable. Demain matin à 9 heures, il a rendez-vous avec ses avocats d'affaires pour céder l'intégralité de sa participation de 15% dans la holding des Montfort à Solène. Je me suis assise d'un bond dans le lit, allumant la lampe de chevet. Une participation de 15%. Quelle est la valorisation actuelle, sur le marché environ 40 millions d'euros. A déclaré Maxime, mais ce n'est pas le pire. Dès que l'acte de cession sera déposé, il prévoit de déposer le bilan et de se déclarer personnellement en faillite si ça passe. Assez, tous ses créanciers sont gelés. Et tu ne verras jamais un seul centime des 3 millions d'euros de ton accord de divorce. Mon cerveau de juriste s'est mis en marche instantanément. Où est-il en ce moment? Au domaine de Neuilly, Édouard a confirmé que sa Porsche est garée dans l'allée. Il esquisse Louis. Compris. Valentine, qu'est-ce que tu vas faire? Ne fais rien d'imprudent. J'ai raccroché sans répondre. J'ai enfilé mes vêtements, j'ai attrapé mon sac et j'ai couru dehors pour attraper un VTC de nuit. 45 minutes plus tard, je me tenais devant les grilles en fer forgé de la propriété des Montfort. Il était 3 heures du matin. La rue était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lumière s'échappant de la fenêtre du bureau de Vincent au premier étage. J'ai appuyé fermement sur le bouton de l'interphone. Après plusieurs minutes angoissantes, la silhouette fatiguée de Gisèle est apparue au portail. Elle portait un peignoir. En me voyant, elle s'est figée. Madame Valentine. S'il vous plaît, que faites-vous ici à cette heure? Ouvrez le portail. Gisèle. C'est une question de vie ou de mort? Elle a hésité, puis a appuyé sur le bouton de déverrouillage. Je me suis engouffrée à l'intérieur. J'ai remonté l'allée à grands pas. J'ai gravi les marches 2 par 2 jusqu'au bureau de Vincent. Sans frapper, j'ai poussé violemment. Les lourdes portes en chêne. Vincent était assis derrière son bureau, entouré de piles de documents juridiques. La lueur de son écran d'ordinateur perçait la pénombre de la pièce. En me voyant, ses traits se sont tordus de choc. Il a sursauté. « Comment es-tu entré ici ?»« Très facilement. J'ai marché jusqu'au bureau et j'ai parcouru du regard les papiers éparpillés. Les actes de cession de parts, au nom de Solène, la demande de liquidation judiciaire, les registres comptables, tout était là. Vincent, es-tu sérieusement en train de transférer ta participation de 15% à Solène pour organiser une faillite frauduleuse? J'ai attrapé l'acte de cession pour le lire. Son visage est devenu d'une pâleur fantomatique. Qui te l'a dit? Ça n'a pas d'importance. Ma question est simple. Comment comptes-tu honorer l'accord de divorce de 3 millions si tu te dépouilles volontairement de tes actifs? Vincent m'a lancé un regard noir. Sa panique initiale s'est lentement transformée en un sourire en coin, malsain et triomphant. Il a laissé échapper un rire sombre. Valentine, tu croyais vraiment avoir gagné. Dans notre accord, il est explicitement stipulé que la prestation compensatoire est payable sur mes liquidités personnelles si mes actifs personnels sont officiellement réduits à 0 d'ici demain matin.
Que comptes-tu saisir exactement? Il s'est approché, me dominant de toute sa hauteur, avec un mépris non dissimulé. Tu m'as menacé d'un procès retentissant et de dévoiler mon patrimoine. Fais-le. Dès que je déposerai cette cession et que le tribunal de commerce me déclara insolvable, je serai légalement ruiné au regard de la loi française. Qu'espères-tu tirer d'un homme légalement en faillite? Et comment comptes-tu élever ce bâtard dans ton ventre sans un centime de pension alimentaire? Je suis resté parfaitement immobile. Soutenant son regard furieux, Vincent m'a attrapé le menton brutalement. Je t'avais dit que tu regretterais amèrement d'avoir essayé de te montrer plus maligne que moi. J'ai repoussé son bras violemment. J'ai fait un pas en arrière. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau. J'ai tapé sur l'écran pour lire mon fichier audio le plus récent. La voix de Vincent a résonné dans le bureau silencieux, nette, claire et accablante. Si mes actifs personnels sont officiellement réduits à 0 d'ici demain matin, que comptes-tu saisir exactement? Dès que je déposerai cette cession et que le tribunal de commerce me déclarera insolvable, je serai légalement ruiné. Qu'espères-tu tirer d'un homme légalement en faillite? Le sourire narquois de Vincent s'est évanoui instantanément, remplacé par une pâleur mortelle. Tu m'as enregistré. Depuis la seconde où j'ai passé la porte, Vincent, chaque mot que tu viens de prononcer, admettant ouvertement ton intention de commettre une fraude à la faillite et de dissimuler des actifs pour échapper à un accord de divorce légal. Tout cela a déjà été téléchargé sur un serveur cloud sécurisé, géré par mon avocat. J'ai glissé le téléphone dans mon sac. Tu pensais avoir gagné. Tu as perdu. Au moment où tu as décidé de me dépouiller de tout pour financer ta maîtresse et ton enfant illégitime, tu as signé ton propre arrêt de mort. Il s'est effondré dans son fauteuil, se prenant la tête à deux mains, comme un homme qui étouffe. Vincent, je t'offre une dernière chance de conserver ta liberté, ai-je dit d'un ton froid et mesuré. Premièrement, pour que tu passes cet acte de cession frauduleux à la déchiqueteuse immédiatement. Deuxièmement, tu ordonnes à ta banque de virer les 3 millions d'euros sur le compte séquestre de mon avocat avant midi demain. Troisièmement, tu signes l'avenant, renonçant irrévocablement à tes droits parentaux. Si tu fais ça, l'enregistrement audio restera confidentiel. Si tu refuses, je l'envoie au procureur de la République et à l'autorité des marchés financiers demain matin à 9 heures précises. Tu ne vas pas seulement perdre ton entreprise. Tu vas passer les 10 prochaines années en prison pour fraude et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Vincent a levé les yeux, le visage ravagé par la terreur, les lèvres tremblantes. Valentine, tu es un monstre au sang-froid. Je suis simplement une femme que tu as poussée à bout. Ai-je répondu. Soudain, les portes du bureau se sont ouvertes à la volée. Béatrice a fait irruption dans la pièce. Elle portait une chemise de nuit en soie, les cheveux ébouriffés, pour le visage déformé par une fureur hystérique. Elle avait manifestement écouté aux portes. Elle a chargé sur moi comme un animal sauvage. Misérable, tu oses essayer de détruire mon fils. Je vais te tuer. Elle m'a attrapé sauvagement par les cheveux, ses ongles manucurés s'enfonçant profondément dans mon cuir chevelu. J'ai hurlé sous la douleur intense. J'ai essayé de la repousser, mais de sa main libre, elle m'a asséné une gifle brutale et aveuglante en plein visage. Ma vision s'est troublée sous la brûlure cuisante. Gisèle s'est précipitée dans la pièce, hurlant de terreur, essayant en vain d'arracher ma belle-mère de sur moi, mais Béatrice se débattait avec une rage alimentée par l'adrénaline. Vincent restait cloué à sa chaise, le regard vide, spectateur paralysé de cette folie. Dans la lutte chaotique, j'ai été repoussé en arrière avec une force massive. J'ai perdu l'équilibre. En tomban. Le bas de mon dos et mon flanc droit ont violemment heurté le coin tranchant et massif du bureau en acajou. Une douleur aveuglante et atroce, comme un couteau se tordant dans ma chair, elle a irradié du bas de mon abdomen
jusqu'à tout mon corps. Je me suis effondrée sur le parquet, me recroquevillant en position fœtale, mes mains serrant mon ventre de manière convulsive. J'ai senti un liquide chaud et visqueux s'accumuler entre mes cuisses. Mon bébé, ai-je murmuré, la voix étouffée dans ma gorge. Gisèle. Voyant la mare de sang imbiber rapidement le tapis perçant sous moi, a poussé un cri à glacer le sang. Mon Dieu. Elle saigne. C'est une hémorragie. Appelez le SAMU. Vite. Béatrice s'est figée instantanément. Son hystérie s'est évaporée, remplacée par un choc paralysant à la vue du sang. Vincent est finalement sorti de sa transe. Il s'est précipité et s'est laissé tomber à genoux à côté de moi, le visage blanc comme un drap, alors que le saignement s'intensifiait. Valentine. Valentine. Que se passe-t-il? Je l'ai fixé, mes doigts s'enfonçant dans son poignet avec chaque once de force qu'il me restait. Appelle une ambulance. Je t'en supplie. Sauve mon enfant. Vincent a sorti son téléphone. Ses mains tremblaient si violemment qu'il l'a fait tomber 2 fois. Gisèle le lui a arraché des mains et a composé le 15 elle-même, allongée sur le sol. J'ai fixé le lustre en cristal au plafond. La lumière vacillait. Me donnant le vertige, la microcaméra qu'Edouard avait cachée dans le cristal tournait toujours, enregistrant méthodiquement chaque seconde de ce cauchemar, l'agression, la chute, l'hémorragie. La lâcheté de Vincent, mes paupières sont devenues insupportablement lourdes. Ma conscience a commencé à dériver, les bruits de pas frénétiques autour de moi, les sanglots de Gisèle, les jurons paniqués de Béatrice et les cris répétés de Vincent, tout cela semblait de plus en plus lointain. La toute dernière chose que j'ai entendue avant de sombrer dans l'obscurité totale, c'est le hurlement lointain et perçant des sirènes du SAMU déchirant la nuit de Neuilly. Je me suis réveillée en fixant le plafond blanc et immaculé d'une chambre d'hôpital. L'odeur âcre des antiseptiques remplissait la pièce. Mon bras droit était relié à une perfusion. À côté de moi, le moniteur cardiaque émettait un bip régulier et rassurant, comptant les secondes comme un métronome protecteur. La porte de ma chambre individuelle était légèrement entr'ouverte, laissant entrer les bruits étouffés du service de réanimation. J'ai essayé de m'asseoir, mais une douleur aiguë dans mon bassin m'a forcé à me recoucher sur les oreillers. J'ai lentement posé ma main gauche sur mon ventre. La légère courbure était toujours là. La vie palpitait encore en moi. J'ai laissé échapper un long soupir, comme une victime de noyade, crevant enfin la surface de l'eau. Vous êtes enfin réveillé. Une silhouette en blouse blanche est entrée dans la pièce. C'était le docteur Rousseau. Elle s'est approchée du lit. Elle a vérifié les constantes cardiaques, inspecté la perfusion et a hoché la tête avec un sourire chaleureux. Vos constantes sont parfaitement stables et le rythme cardiaque fœtal est excellent. Les contractions utérines ont été complètement arrêtées par les médicaments, mais vous êtes au repos strict au lit à partir d'aujourd'hui. Nous ne pouvons prendre aucun risque de complications supplémentaires. Mon bébé. Ma voix était terrifiée. Votre enfant est sain et sauf. Valentine. Le médecin s'est assise sur le bord du matelas. Le visage devenu sérieux, mais il s'en est fallu de très peu. Le traumatisme contondant causé par le choc contre le bureau a provoqué un décollement placentaire partiel sévère. Vous avez perdu près de 800 millilitres de sang avant que les secouristes ne vous amènent ici. 20 minutes de plus, et le fœtus n'aurait pas survécu au manque d'oxygène. 800 millilitres de sang, une quantité terrifiante. Qui est venu avec moi dans l'ambulance, ai-je demandé. Votre mari a suivi le SAMU, a répondu le docteur Rousseau en fronçant les sourcils. Il est resté pétrifié dans la salle d'attente chirurgicale pendant tout le temps où vous étiez au bloc. Il a refusé de partir avant qu'on lui dise que vous étiez stabilisé. Quand on vous a transféré en salle de réveil, il a essayé de s'approcher de votre lit, mais mon équipe lui a barré la route sur mes ordres. Je suis restée silencieuse.
assimilant l'information. Où est-il maintenant? Il est parti il y a environ 2 heures. Vous avez été inconsciente pendant près de 6 heures. Il est resté assis dans le couloir pendant 4 d'entre elles. Puis une jeune femme est venue le chercher et ils sont partis ensemble. Solène était venue récupérer son homme, Valentine. Le médecin a continué en sortant une enveloppe de la poche de sa blouse. Avant de partir, votre mari a laissé ceci au poste des infirmières. Pour vous, j'ai pris l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte bancaire noire à mon nom et une simple feuille à en-tête des Montfort. Dessus, il y avait une seule phrase écrite de l'écriture frénétique et tremblante de Vincent. 3 millions virés. J'accepte l'accord sans condition. L'enfant est à toi. Je renonce à tout. J'ai fixé le papier. Pendant un long moment, 3 millions d'euros. L'accord signé. L'enfant m'appartenait exclusivement. Il avait capitulé, confronté à la réalité de la prison et à la destruction totale de sa vie. Vincent avait fini par craquer. J'ai plié le papier et je l'ai glissé sous mon oreiller. À côté de la carte bancaire, Docteur Rousseau. Quand pourrais-je sortir? Pas avant 1 semaine au moins. Kuhn a dit fermement, le médecin, vous êtes au repos strict? Une fois que le décollement placentaire montrera des signes clairs de cicatrisation, vous pourrez rentrer chez vous, à condition d'éviter tout effort physique jusqu'au terme de votre grossesse. L'hémorragie affectera-t-elle le développement à long terme du bébé? Absolument pas, m'a assuré le médecin. Anticipant ma peur, vous êtes jeune et en bonne santé. Avec un repos adéquat et des suppléments de fer pour reconstituer votre volume sanguin, vous mènerez cette grossesse à terme sans aucun risque supplémentaire. Mais vous devez éliminer toute source de stress de votre environnement. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Une fois seule, j'ai pris mon téléphone sur la table de nuit. J'avais 10 à 7 appels en absence de Maxime, le dernier datant de quelques minutes à peine. Je l'ai rappelé. Il a décroché à la première sonnerie. « Valentine, tu es réveillée ?» Sa voix trahissait un soulagement massif. « Oui, je vais bien. Le bébé est sauf. » J'ai entendu un lourd soupir de soulagement à l'autre bout du fil. J'ai visionné les images de la caméra cachée de la nuit dernière. « Valentine, la vidéo de ta belle-mère, t'attaquant physiquement et te jetant contre le bureau, est d'une clarté absolue. Si tu le souhaites, je dépose ça sur le bureau du procureur de Paris tout de suite. Violence volontaire aggravée sur femme enceinte. Elle fera face à de lourdes accusations pénales. Non. Maxime, ai-je répondu doucement. Je ne porte pas plainte. Je suis épuisée. 5 ans à vivre un cauchemar avec cette famille. C'est suffisant. Vincent a signé l'accord. Les 3 millions sont sous séquestre et l'enfant est exclusivement à moi. C'est tout ce que je voulais. Je refuse de passer les 5 prochaines années de ma vie à les traîner devant les tribunaux et à revivre ce traumatisme. Je veux juste avoir mon bébé en paix et commencer ma nouvelle vie. Maxime est resté silencieux pendant un long moment. Très bien. Je respecte ta décision. Valentine. Mais sache que je conserve cette vidéo dans mon coffre-fort crypté le plus sécurisé. S'il essaie, et je dis bien s'il essaye un jour de s'en prendre à toi à l'avenir, nous aurons les munitions pour atomiser sa vie entière. Merci. Laisse-moi me reposer maintenant. J'ai raccroché et je me suis allongée, regardant les toits de Paris par la fenêtre de l'hôpital. La fin de l'après-midi approchait, peignant les nuages de magnifiques nuances ambrées et pourpres. J'ai posé ma main sur mon ventre. Comme s'il sentait mon contact, le bébé a fait un minuscule mouvement au fond de moi. Comme un petit poisson filant dans l'eau, un sourire sincère s'est dessiné sur mon visage, et tandis que je souriais, des larmes chaudes ont enfin coulé sur mes joues. Ce n'étaient plus des larmes de douleur ou de désespoir, c'étaient des larmes de pure libération. 1 semaine plus tard, j'ai été autorisée à sortir. Maxime est venu me chercher et m'a conduite à mon nouvel appartement, qu'il avait personnellement déniché pour moi dans le quartier des Batignolles.
C'était un magnifique 3 pièces baignées de lumière, avec une cuisine ouverte et de grandes fenêtres orientées plein sud. Il y avait un marché très animé juste au bout de la rue 2 fois par semaine, et le métro était à quelques pas. Le loyer était raisonnable, et Maxime avait négocié une année entière payée d'avance en utilisant les fonds de l'accord. Je me tenais au milieu du salon, m'imprégnant de l'atmosphère. Des meubles simples et élégants avaient été installés par l'assistante de Maxime, un canapé confortable, une table à manger en chêne clair, un grand lit douillet dans la chambre principale et un bureau en bois massif sur lequel reposait un ordinateur flambant, neuf, un cadeau de crémaillère de la part du cabinet, a dit Maxime en branchant l'ordinateur. N'oublie jamais la brillante avocate que tu es. Valentine. Je l'ai regardé, profondément ému. Maxime, pourquoi m'as-tu tant aidé? Il a souri chaleureusement. Parce que tu es Valentine Sorel. Parce que je me souviens de la fille la plus brillante de notre promotion à Assas, dont l'avenir prometteur a été brisé par l'ego de Vincent de Montfort. Je ne peux pas te rendre ces 5 années, mais je peux t'aider à reprendre ton pouvoir. Et puis, ma part sur cet accord de 3 millions d'euros va rendre mon cabinet très heureux pendant un moment. Nous avons tous les deux éclaté de rire. C'était mon premier vrai rire sans phare, depuis des mois. Après le départ de Maxime, je me suis assise à mon nouveau bureau et j'ai allumé l'ordinateur. En regardant le bureau vide à l'écran, j'ai ressenti le frisson exquis d'une page blanche qui attendait d'être écrite. L'enfer conjugal de ces 5 dernières années n'était plus qu'un cauchemar qui s'effaçait. J'ai créé une nouvelle adresse email professionnelle et j'ai commencé à taper mon CV. Valentine Sorel, 32 ans, master de droit, Université d'Assas, 2 ans comme collaboratrice, tribunal judiciaire de Paris, 5 ans gestion de crise indépendante. Ce n'était pas un mensonge. Pendant 5 ans, j'avais pratiqué l'art quotidien de la patience extrême, du profilage psychologique et de la résilience mentale face à l'adversité absolue. J'avais appris à décoder les intentions des maîtres manipulateurs, à protéger mes intérêts vitaux et à renaître des cendres de la trahison. C'était une éducation qu'aucune grande école ne pourrait jamais enseigner. J'ai cliqué sur envoyer pour ma première vague de candidatures au meilleur cabinet d'avocats parisiens. J'ai refermé l'ordinateur et je suis sortie sur mon petit balcon. Une brise d'automne vivifiante a caressé mon visage. De l'autre côté de la rue, les fenêtres des immeubles haussmanniens s'éclairaient une à une dans la soirée parisienne. Derrière chaque vitre se cachait un destin humain. Le mien venait tout juste de commencer. Mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro non enregistré. Valentine. C'est Solène. Vincent a été perquisitionné à l'aube par la brigade financière et l'autorité des marchés financiers. Il a été mis en examen pour fraude, évasion fiscale massive et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Les comptes de la holding des Montfort sont gelés. L'entreprise est en redressement judiciaire. Tu es contente maintenant? J'ai lu le message sans ressentir la moindre goutte d'émotion. Vincent était derrière les barreaux. L'empire des Montfort s'effondrait sous le poids de ses propres fraudes. Solène pensait que je me délecterais de cette vengeance, mais je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse. J'ai juste ressenti de la paix. Cet homme, ce mariage toxique, ces mensonges destructeurs, tout cela était définitivement effacé de mon monde. J'ai supprimé le message et j'ai bloqué le numéro de Solène. Je suis rentrée à l'intérieur de mon appartement chaleureux. J'ai pris une douche brûlante et je me suis glissée dans mes draps neufs et impeccables. J'ai posé doucement mes 2 mains sur mon ventre. Le bébé a donné un coup de pied doux et rythmé contre ma paume. Bonne nuit. Mon trésor. Ai-je murmuré dans l'obscurité paisible de ma nouvelle chambre. Maman t'aime de toutes ses forces.